Bonjour, nous sommes ici aujourd'hui pour parler du récent livre de Jürgen Renn, directeur du Max Planck de Berlin, la partie d'histoire des sciences du Max Planck. Ce nouveau livre sort aux Belles Lettres et le titre est L'évolution de la connaissance, repenser la science pour l'Anthropocène. Et bien sûr, ce livre nouveau pose des questions qui s'entrecroisent avec un livre que j'ai écrit, ça fait des années, je m'appelle Nuccio Ordine, et c'est l'utilité de l'inutile, paru aussi aux Belles Lettres en 2013. Eh bien, quelle est la question? Le problème que Jürgen Renn pose, et que mon livre aussi a posé, c'est l'idée de tenir les savoirs unis. Pourquoi cette question? Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de voir à travers la spécialisation comment le savoir ultra spécialisé n'arrive plus à communiquer entre eux. Eh bien, par exemple, à l'âge classique, c'était difficile de penser une séparation entre les savoirs. Je donnerai un exemple. Lucrèce, le De Rerum Natura de Lucrèce, un texte très important. Nous avons une théorie de l'atomisme, nous avons une philosophie de la nature et surtout la doctrine épicurienne. Nous avons des réflexions sur la religion, c'est-à-dire comment on peut libérer les sciences et l'homme des chaînes de la superstition qui ont empêché à l'homme de comprendre et surtout de réfléchir sur la nature. Mais aussi, le De Rerum Natura est un splendide poème de 7400 hexamètres extraordinaire. Donc un chef-d'œuvre de la poésie scientifique de l'humanité. Alors là, Lucrèce pose des problèmes sur la responsabilité de l'homme, c'est-à-dire la responsabilité morale de l'homme dans les choses qu'il fait dans la société et en même temps l'importance d'étudier et comprendre la nature. Mais je voudrais donner aussi un exemple de la Renaissance, parce qu'à la Renaissance, au fond, la recherche scientifique et de l'autre côté, la réflexion philosophique et littéraire étaient tout à fait liées. Je pense à un personnage comme Léonard de Vinci. Bien sûr, est un peintre, fameux peintre, est un scientifique, ses travaux sont très importants. Et de l'autre côté, un écrivain, il a écrit des facéties et des contes, un architecte, un botaniste, un musicien, un anatomiste, un mathématicien. Donc, vous voyez, plusieurs figures peuvent, au fond, rester à l'intérieur de ce personnage, Léonard de Vinci. Eh bien, à partir de là, je voudrais poser la première question à Jürgen Renn sur le but aussi d'un nouveau institut Max Planck qui vient de naître et qu'il dirige, un institut de géoanthropologie, où le défi est exactement comme dans le livre que Belles Lettres vient de publier, la collaboration entre des hommes des sciences et des chercheurs de différentes formations. Par exemple, il y a la science de la Terre, la biologie évolutive, les historiens, les archéologues, les sciences sociales. Alors, Jürgen Renn, comment le nouveau institut et le livre qui vient de sortir se croisent? Merci d'abord, Nuccio, pour cette occasion de discuter avec toi et de discuter avec notre auditeur dans le public et d'expliquer un peu, effectivement, le message de ce livre assez épais, on doit admettre, et le nouveau institut que la Société Max Planck vient de créer. Je crois qu'il y a un facteur commun qui est vraiment important et qui rend encore plus urgent l'unification des savoirs dont tu as parlé. Et c'est le concept de l'Anthropocène. Et si tu me permets,
je vais lire quelques passages de mon livre pour introduire ce qu'est-ce que c'est l'Anthropocène, cette nouvelle ère de l'histoire de notre planète. Mais bien sûr. Merci. L'humanité a changé la planète. En fait, l'homme l'a même radicalement modifiée, avec des conséquences dramatiques. Une grande partie de la surface de la Terre, qui n'est pas recouverte par des glaces, a été transformée. La glace des pôles est en train de fondre. Le niveau des océans monte. Les habitats côtiers et marins subissent des bouleversements gigantesques. Plus de la moitié de l'eau potable de la planète est exploitée par l'homme. Les océans s'acidifient et sont contaminés par l'aquaculture. Les terres arables se dégradent. Sous la surface, la terre est modifiée par les mines et les forages. La construction de milliers de barrages et une déforestation extensive ont un impact énorme sur la circulation de l'eau et les taux d'érosion et donnent sur l'évolution et la diffusion géographique de nombreuses espèces. Sans l'intervention de l'homme, jamais la biodiversité ne serait à ce point menacée. En moyenne, un atome d'azote sur 3 dans notre organisme provient de la production industrielle d'engrais. La majeure partie de la biomasse que représentent tous les mammifères vivants est composée d'êtres humains et d'animaux domestiques. Alors, cet état changé de la Terre a dérangé un grand scientifique, Paul Crutzen, quand il a parlé dans l'année 2000 devant une conférence en Mexico. Paul Crutzen, il est lauréat du prix Nobel et découvreur du mécanisme responsable du trou dans la couche d'ozone. Et il a exprimé son embarras que suscitait en lui le récit officiel de la situation de notre planète qui veut que nous vivions toujours actuellement à l'ère de l'Holocène. Quand il parlait devant cette conférence, le terme d'Holocène s'est mis soudain à le déranger, car il lui semblait ignorer l'impact de l'homme sur le système de Terre. Il invita les délégués à ne plus utiliser le mot Holocène et, tout en parlant, s'est mis en quête d'un autre, plus approprié. Nous sommes plus à l'Holocène, il disait. Et il cherchait le terme à l'Anthropocène. Et voilà la naissance du terme Anthropocène qui, ensemble, un nom qu'on sait, tous les changements, dès le changement du climat jusqu'à la perte de biodiversité de notre planète causée par les interventions de l'homme pendant l'histoire. Alors, l'homme, comment a-t-il pu devenir une force géologique capable de changer l'état du planète? C'est aussi une question des connaissances et surtout le défi de répondre à les crises multiples de l'Anthropocène requiert une nouvelle approche aussi pour les sciences, une intégration des savoirs fragmentés jusqu'à maintenant, soit des sciences naturelles, soit des sciences sociales, soit des sciences humanistes, y compris l'histoire et même l'archéologie. Parce que nous devons comprendre comme l'humanité comment ce nouveau état s'est produit et comment peut-on, comme humanité, survivre cette crise multiple qui signifie l'Anthropocène pour nous. Par exemple, je me rappelle que dans un autre livre que tu as écrit en étant un grand expert de Einstein, tu as souligné comment, dans la formation de Einstein, a été très important, par exemple, fonder une petite académie avec les amis où on lisait des textes littéraires, de la philosophie, donc dans la formation d'un scientifique qui d'ailleurs aimait aussi la musique parce que Einstein jouait le violon. Donc, comment, disons, ce croisement de savoir a permis à Einstein d'être ce qu'il est, d'avoir l'intuition qu'il a eue? Einstein n'était jamais limité par
les frontières disciplinaires. Il a réfléchi sur ce qu'il faisait, même quand il s'est occupé des problèmes très spécifiques de sa science. Il a, de cette manière, pu révolutionner notre concept de l'espace et du temps. Et je crois que la situation actuelle a des parallèles importants avec la situation qui a affronté Einstein quand il était jeune. Je pense, par exemple, que la révision fondamentale de notre compréhension de l'état de cette planète ne peut être comparée qu'au bouleversement qu'ont entraîné les théories de la relativité d'Einstein dans nos conceptions physiques de l'espace et du temps. En physique classique, l'espace et le temps semblaient être la scène figée où se déroulaient les événements du monde. Alors que selon la théorie d'Einstein, cette scène n'est pas un cadre immuable, elle fait elle-même partie de la pièce qui se joue. Il n'y a aucune distinction absolue entre les acteurs et le décor. L'espace et le temps ne restent pas à l'arrière-plan des processus physiques, ils y jouent au contraire un rôle. La nouvelle réalité de notre planète nous confronte à la nécessité tout aussi radicale de repenser notre situation. Nous ne vivons pas dans un environnement stable qui nous sert simplement de décor ou de ressources pour nos actes. Au lieu de cela, nous sommes tous des acteurs dans un vaste drame où les humains et les mondes non humains agissent à part égale. Et pour comprendre une telle réflexion, il faut avoir pas seulement les connaissances spécialisées de la science naturelle et de la technique, il faut aussi réfléchir sur les modes de production de notre savoir, sur l'histoire de notre savoir et sur les principes qui règlent ce développement, parce qu'il faut certainement produire des nouvelles savoirs pour affronter la situation actuelle. Et c'est pour ça qu'il y a un lien entre le problème, le défi de l'Anthropocène et mon livre sur l'évolution de la connaissance, parce qu'il faut réfléchir sur notre histoire pour affronter le futur. Me semble-t-il que dans ton livre est bien expliqué, et tu l'as dit tout à l'heure, le rôle important qu'une partie riche de l'humanité joue comme acteur géologique à l'intérieur, disons, des relations avec la nature. Et un des points importants, à mon avis, à partir de cette réflexion, c'est de savoir comment cette partie riche de l'humanité est en train aussi d'agir sur la conception de la recherche scientifique et humaniste. De quelle façon? Par exemple, dans notre monde, de plus en plus est important ce qui est utile. Et donc, l'utilitarisme est en train de créer, comment dire, une espèce de perspective où seulement la recherche qui peut être appliquée et qui peut se traduire dans un profit est la recherche financée, par exemple, dans les grands projets européens. Non? Il y a eu un débat entre les scientifiques pour savoir qu'il y a beaucoup d'argent pour la recherche qui trouve tout de suite une application. Alors, à différence du cadre présenté par Charles Snow entre les deux cultures, et donc l'opposition entre les deux cultures, le fameux essai, la fameuse conférence de 1959, je pense qu'aujourd'hui, les scientifiques et les humanistes doivent se défendre de l'utilitarisme et de cette idée qui est en train de créer des problèmes vraiment très très forts dans le domaine de la recherche, de la rentabilité. C'est-à-dire qu'une recherche doit être rentable. Et donc, sauf quelques îles, quelques petits paradis, moi je pense au CERN de Genève, par exemple, où on fait vraiment de la recherche fondamentale, de la recherche théorique, où il n'y a pas de préoccupations, disons, très fortes sur le thème de la rentabilité. Et je pense que la plupart de l'argent va plutôt dans la recherche appliquée. Alors, et surtout dans la recherche à court terme.
c'est-à-dire une recherche qui peut apporter un résultat dans une période relativement courte pour permettre après de faire gagner de l'argent. Alors, si tu me permets, je voudrais revendiquer, au contraire, l'importance de la recherche de base, de la recherche de longue haleine, qui va aussi dans la direction que tu souhaites dans ton livre. La première question qu'on pose à un chercheur, à quoi sert? Et la réponse plus intelligente à cette question l'a donnée Aristote dans la métaphysique. Quand il lui pose la question à quoi sert la philosophie, il dit la philosophie ne sert pas, parce que la philosophie n'est pas servile, n'est pas au service de quelque chose. La philosophie enseigne à être libre. Et donc, je voudrais donner, si tu me permets, 2-3 exemples de comment la recherche libre et anti-utilitariste, après, a été très utile, mais pas pour le fait qu'elle partait de la nécessité d'être utile. Je veux donner un exemple de Osamu Shimomura, prix Nobel pour la chimie en 2008. Osamu a travaillé 30 ans pour répondre à une question de pure curiosité. Pourquoi une méduse, l'Equorea victoria, est fluorescente? Il y a une espèce de fluorescence. Eh bien, ce biologiste marin a travaillé sur la fluorescence verte de cette méduse 30 ans, et après, il a pu isoler la protéine verte de la méduse. Aujourd'hui, cette protéine verte permet l'application fondamentale comme marqueur dans les structures biologiques vivantes. Donc, il a reçu le prix Nobel pour ça. Alors, moi, je pense que, par exemple, aussi, d'autres exemples peuvent venir du CERN de Genève. En 1989-1990, on conçoit le premier système d'hypertexte qui donnera lieu au web. Mais nous ne payons pas aujourd'hui le web parce que ça a été conçu à l'intérieur d'un cadre d'une recherche fondamentale où il n'y avait pas le problème du profit. Je donnerai plus tard d'autres exemples, mais là je voudrais quand même écouter ta parole aussi sur ce sujet et voir de quelle façon la recherche fondamentale peut se croiser avec les discours que nous avons tenus jusqu'ici. Oui, ce n'est pas si évident comme on peut penser. Évidemment, faisant partie de la Société Max Planck, je suis un grand défendeur de la recherche libre, mue surtout par la curiosité, par les questions qui posent des problèmes intellectuels qui n'ont pas d'utilité immédiate. En même temps, nous affrontons une situation dans laquelle nous avons besoin des savoirs pour répondre à des changements que j'ai décrits urgentement. Et pour produire ces savoirs, c'est surtout pas suffisant de seulement appliquer les savoirs dont on dispose déjà. Il faut être créatif, il faut produire des connaissances nouvelles, mais il faut aussi repenser la manière dans laquelle nous produisons les savoirs, les connaissances, les systèmes d'éducation, les systèmes de la recherche, et pas seulement pour la libération des savoirs dont tu as parlé, mais aussi pour créer des nouvelles possibilités de vaincre la fragmentation et de chercher de nouvelles perspectives pour une unification et intégration des savoirs. Parce que la fragmentation de la connaissance scientifique est un problème pour voir les dimensions systémiques des changements quand on affronte. Les changements dans la nature ne sont plus séparables selon les lignes de la culture et de la nature. L'Anthropocène est un état où la culture et la nature se mélangent, et pour ça, on a vraiment besoin. Ce n'est pas seulement parce que ça nous fait plaisir, parce que
parce que c'est un facteur de curiosité. Mais on a vraiment besoin de comprendre les changements, soit du point de vue de la science de la Terre, soit du point de vue des sciences sociales et même de l'histoire. Alors, où sont les espaces institutionnels et dans l'éducation pour intégrer les savoirs, pour intégrer les connaissances? Et vu que tu as parlé des tendances néolibérales, de la rentabilité des connaissances, moi, je suis absolument d'accord avec toi. Ça nous pose des grands problèmes parce que ça impose des directions spécifiques au développement de la recherche et des connaissances qui ne produisent pas automatiquement des connaissances dont on a besoin pour résoudre nos problèmes. Moi, dans mon livre, et peut-être tu me permets, mon cher collègue et ami, de citer de nouveau mon livre. Bien sûr. Je parle de la nature de la connaissance. Il y a un passage qui commence, mais qu'est-ce que c'est la connaissance? Et je ne cite pas beaucoup, mais je m'engage pour une conception plus large de la connaissance qui ne se limite pas aux connaissances techniques. Alors, je cite. Ce concept de la connaissance devrait aussi contribuer à la compréhension de ce qui est ou non moralement juste dans des circonstances particulières et pourrait ainsi guider les décisions éthiques et les actions politiques. Est-il concevable que l'on parvienne à une notion aussi exhaustive de la connaissance, une notion qui favoriserait l'avènement, par exemple, des réflexions comme celles qui ont permis à Martin Luther King Jr. ou à Nelson Mandela de rendre le monde meilleur? Cela constituerait alors une réponse radicale à l'idéologie néolibérale extrême qui prétend que si des problèmes ne peuvent être résolus à l'aide des forces du marché, alors il ne faut pas limiter ces dernières, mais plutôt encore alléger les contraintes dont elles font l'objet. Au contraire, moi j'affirme ici que nous devrions accepter la possibilité qu'il nous faille repenser tous nos défis comme étant des défis de la connaissance, et que cette dernière est insuffisante, il nous en faut davantage, et peut-être même nous faut-il une connaissance différente, par exemple sur le fonctionnement des marchés. Alors c'est une compréhension plus intégrale qui ne suit pas les séparations traditionnelles dans le monde académique entre sciences sociales, sciences humanistes et sciences naturelles. Oui, exactement. Dans ton intervention tout à l'heure, tu as touché à un point très important. Dans quelle institution on peut cultiver cette vision nouvelle, c'est-à-dire d'unité de savoir et en même temps d'un savoir pas pressé pour la rentabilité et pour la vision néolibériste? Bien sûr, regardons un petit peu l'école et l'université d'aujourd'hui. Malheureusement, dans les derniers 40 ans, après la Thatcher, disons, et après l'idée qu'il n'y a pas d'alternative, que c'était le point central de la vision néolibériste, eh bien, je pense que transformer les écoles et les universités en entreprises a été une erreur très, très grande. Et aujourd'hui, nous voyons le résultat de tout ça. Je voudrais seulement citer 2 exemples vraiment de la chronique récente. Premier exemple, New York, Columbia University. Ça fait 4 semaines et mois que Columbia University a dû admettre publiquement qu'elle a triché les données pour monter dans le ranking. Et donc, elle est glissée, l'université, de la 2e place à la 18e, pour les fautes d'avoir fourni des données trichées. De l'autre côté, il y a encore un autre élément intéressant. New York University, ça fait 3 semaines, un professeur de chimie très important de New York a été viré de l'université. Pourquoi? Sur 350 étudiants, il y avait 80 étudiants qui avaient écrit une lettre au doyen de la fac pour dire que l'examen de ce professeur était trop sévère. L'université répond, on a été obligé à virer ce professeur
Parce qu'il faut écouter la voix des étudiants qui nous permettent, à travers l'argent qu'ils payent à l'université, de vivre. Eh bien, alors, quel est le résultat dans le cas de monter dans les rankings et tricher, et dans le cas du virer un professeur parce que les étudiants qui payent protestent, c'est que l'idée de l'université, de la connaissance, de la connaissance et du savoir est devenue un marché. Et alors, c'est ça, à mon avis, le point sur lequel il faudrait insister un petit peu plus, parce que comment peut-on imaginer que dans une université-entreprise, dans une école-entreprise, où on ferait croire aux étudiants qu'ils doivent étudier pour apprendre un métier et pour gagner de l'argent après sur le marché, on peut imaginer de faire survivre cette unité de savoir. Nous savons bien, à travers le discours de Boris Johnson qu'il a fait aux étudiants britanniques au mois de septembre, qu'il a dit il faut choisir les disciplines qui vous permettent de gagner de l'argent. Donc, la philologie, l'histoire, toutes les disciplines des sciences humaines ne servent à rien pour cet objectif-là. Alors, à mon avis, il faudrait aussi réfléchir un petit peu sur le futur, comme tu disais, de l'éducation disons, de sauver l'éducation comme la recherche scientifique de cette idée mercantile qu'aujourd'hui est en train de dominer un petit peu le monde entier. Évidemment, cher Nuccio, les problèmes dont on parle dans notre livre, dans nos livres, et qui nous muent dans notre engagement sont fortement liés, mais ils ne sont quand même pas les mêmes problèmes, il faut le dire. Parce que la réforme du système d'éducation est une tâche très, très importante et comme je disais avant, on a besoin d'une nouvelle éducation, des savoirs nouvelles aussi pour affronter les problèmes de l'humanité. En même temps, les problèmes de l'humanité, le changement des climats en particulier, sont tellement urgents qu'il faut aussi... on ne peut pas se réduire seulement à parler d'éducation, il faut parler aussi de la politique et de l'économie. Et pour poser le problème dans une forme un peu paradoxe, c'était Madame Thatcher, avec tout son néolibéralisme, qui a quand même pu réagir au problème de l'ozone dont j'ai parlé avant, parce qu'elle était aussi chimique, alors elle savait que ce trou dans la couche d'ozone, dans l'atmosphère, pose un risque pour toute l'humanité. Alors, dans ce cas-là, et c'est un cas exceptionnel, j'admets, le savoir scientifique s'est transformé dans un temps assez rapide en réaction politique. Mais pour le changement des climats, oui, les politiciens, ils parlent, on parle beaucoup, mais pour illustrer la situation, les réactions ne sont pas assez rapides. Parce que dans les... je te pose une question, Nuccio. Qu'est-ce que tu penses soit le pourcentage des énergies renouvelables sur la Terre, sur échelle de la Terre maintenant? Tu as une idée? Non. Quel est le pourcentage? Je te dis, c'est à peu près 4%. Et tu sais, pour rejoindre les buts de l'accord de Paris de 2015, dans l'année 2050, c'est très proche, 2050, ce sont moins de 30 ans, on a besoin d'augmenter ce pourcentage des 4% à 100%. Et tu sais que dans les derniers 35 ans, le changement n'était pas existant essentiellement. Alors il faut, sur une échelle gigantesque, planétaire, affronter ce problème fondamental. Et on peut effectivement pas attendre que le système académique, le système de l'éducation change en si court temps. Il faut prendre compte aussi des autres dimensions dont j'ai parlé. Absolument, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, l'une chose n'empêche pas l'autre, dans le sens que
défendre une vision de l'éducation, comme on a dit, plus ouverte et moins liée au problème de l'utilitarisme, et de l'autre côté, défendre la planète, sont deux actions qu'il faut mener ensemble. Mais de l'autre côté, comme tu sais bien, il y a des chefs d'État comme Trump ou comme Bolsonaro qui ont véritablement bousillé les accords. Dans le sens que Bolsonaro a permis en Amazonie, par exemple, en disant l'Amazonie c'est à nous, le monde n'a aucune possibilité de dire sa parole sur le futur de l'Amazonie brésilienne. C'est seulement une façon insensée de voir la réalité. Pourquoi? Ils ont coupé les arbres, ils ont créé encore plus des problèmes, justement, dans cette partie, dans ce poumon de la planète, parce que l'Amazonie est un poumon de la planète. Mais Trump aussi, il a craché sur les accords en disant « moi je ne crois pas à ça ». Donc, c'est-à-dire, c'est une situation très grave sur un côté, sur l'autre côté, mais je pense qu'il faut avoir clair l'idée que, comme d'ailleurs dans le livre, dans ton livre, il y a des passages sur ce point important, c'est la partie riche de la planète qui est en train d'intervenir et de créer des dégâts. C'est-à-dire donc la partie qui peut économiquement agir, qui peut couper les forêts, qui peut exploiter les terrains, qui peut polluer l'eau, qui peut faire toute une série d'opérations. Alors là, la question est fortement politique, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, comment dire, il faut travailler sur le plan politique pour mettre au centre ces problèmes, mais de l'autre côté aussi sauvegarder le futur de l'éducation, le futur de l'école et de l'université. Mais là, je voudrais revenir aussi sur d'autres problèmes. Par exemple, comment tu envisages avec ton institut et donc cette union de compétences différentes, par exemple, d'intervenir auprès aussi du monde politique? D'abord, il faut assembler les connaissances nécessaires. Et les connaissances, jusqu'à maintenant, sont largement séparées en disciplines, en cadre disciplinaire, et il faut extraire une image de la dynamique systémique du système Terre. On dit le système Terre, mais effectivement, il faut mieux parler d'un système homme-Terre, parce que maintenant, l'homme est devenu une force géologique dont il faut tenir compte. Alors, nous cherchons de comprendre les processus avec lesquels l'humanité est entrée dans l'Anthropocène et a créé ce qu'on appelle une nouvelle sphère terrestre. Vous savez qu'il y a la biosphère, il y a l'atmosphère, il y a la lithosphère, il y a les sphères terrestres qui forment la dynamique de notre planète. Et maintenant, l'humanité a créé une nouvelle sphère qui est la technosphère, avec les infrastructures, avec les échanges globaux d'énergie et des objets. Et ça a changé la dynamique de la planète. Et c'est un problème encore à comprendre. On sait beaucoup sur le changement du climat, mais on ne sait pas encore assez sur la dynamique non linéaire de ce système accouplé. Et c'est un défi de recherche qu'on affronte avec des cadres interdisciplinaires. Et effectivement, si on y réussit, on a l'espérance aussi, on a l'espoir aussi d'identifier les points d'intervention, de comprendre mieux quels changements puissent, dans le temps nécessaire, parce qu'il y a cette urgence temporelle, intervenir dans ce système, avec des changements politiques, économiques, écologiques, et quelles mesures se peut transposer sur une échelle globale, parce que ça ne suffit pas de réussir un changement du système d'énergie, par exemple en Allemagne, en France, en Europe. On doit tout penser sur une échelle globale. Et
cette transposition à l'échelle globale est encore un défi de recherche avec laquelle l'Institut sera occupé. C'est un nouveau institut. On commence de composer 5 départements, histoire, sciences de terre, archéologie, politique, économique, mais aussi les sciences biologiques pour voir l'ensemble des changements. Oui, et notre point sur lequel effectivement il faudrait réfléchir aujourd'hui, au-delà du fait, par exemple, que, comme tu sais, toujours dans la vision, comment je peux dire, néolibérale, non, c'est la rapidité, la chose plus importante. Être rapide, mais nous avons dit, rapide, oui, mais en même temps, il faut penser aussi une recherche qui nous permet d'aller au fond des choses. De l'autre côté, il y a entre les institutions l'idée qu'un institut de recherche avec un autre institut de recherche, une université avec une autre université, le système qui doit animer, c'est la compétition. Alors moi, je ne crois pas que la compétition puisse être l'élément que puisse faire avancer le savoir. D'ailleurs, avec le phénomène de la pandémie, on l'a vu, c'était la collaboration qui nous a permis de faire avancer la science, de faire avancer le savoir. Et alors, encore une fois, un contenu néolibéral, la compétition et donc la transformation de la recherche en entreprise, et de l'autre côté, le besoin de collaborer et de voir ensemble comment on peut résoudre le problème de l'humanité. Nuccio, je suis tout à fait d'accord. Et justement, pour parler de la pandémie, on a vu aussi les difficultés que les scientifiques avaient au début à collaborer entre la virologie et la pédagogie. Fermer les écoles ou laisser les ouvertes, les implications économiques de la pandémie. Je crois qu'il faut changer les formes de collaboration, pas seulement pour donner des conseils dans un moment spécifique, dans une crise, à la politique, mais collaborer plus systématiquement. Et c'est exactement ce qu'on veut faire dans le nouveau Institut de géoanthropologie. Et c'est dans un sens semblable à la situation de la pandémie. Il faut beaucoup de dates, il faut beaucoup des informations quantitatives. Les humanistes ne sont pas habitués à travailler avec les dates et avec utiliser les modélisations, mais ça, ce qu'il faut faire. Et après, élaborer des scénarios pour voir si une certaine décision, si on prend une certaine décision, quelles conséquences sur l'échelle planétaire a cette décision politique. Et on a évidemment l'espoir que la communication sur ces scénarios, sur cette vision de notre futur, puisse aider aussi à une réaction pas seulement de la politique, mais de la société en large. Alors, l'interface entre la science et la société en large, comme dans le cas de la pandémie, est un élément très important de cette nouvelle approche à la science. Par exemple, je voudrais insister encore un moment sur le sujet de la pandémie. Je crois que la pandémie a été un laboratoire très important pour comprendre certaines choses du futur. Par exemple, on a compris une chose que exactement le néolibéralisme avait détruit dans les derniers 40 ans. L'importance de la santé publique et l'importance de la connaissance et donc de l'éducation publique. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en Italie, en France, un petit peu moins en Allemagne, mais quand même c'était un phénomène un petit peu général, on détruit les réseaux d'hôpitaux. Pour essayer de faire économie, non, en croyant que l'économie sur la santé, c'était une chose nécessaire. De l'autre côté, ils ont détruit aussi le système de l'éducation publique, parce qu'ils ont toujours coupé les budgets dans les moments difficiles de l'école, de l'université. L'Allemagne est un petit peu contre-courant par rapport à l'Europe, mais la tendance a été comme ça. Alors moi, je dis une chose. Au fond, on a découvert que les deux colonnes de la dignité humaine, le droit à la santé et le droit à la connaissance,
sont deux choses où faire un investissement d'argent, ce ne signifie pas jeter de l'argent, mais investir pour le futur. Et je voudrais citer un livre très beau de Amartya Sen, un grand économiste et prix Nobel d'économie, qui a montré d'une façon claire comme le Kerala était l'État plus pauvre de l'Inde. Quand ils ont fait des investissements budgétaires très forts dans la santé et dans l'éducation, aujourd'hui est le pays plus riche, est la région plus riche de l'Inde. Signifie que investir de l'argent dans la santé et dans l'éducation signifie créer les possibilités pour le développement économique d'un pays. Et je te peux citer un exemple encore plus récent. La crise d'Ukraine, la guerre violente contre l'Ukraine, nous a appris déjà une leçon sur le système d'énergie en Europe. La dépendance de l'énergie à bon marché, l'énergie fossile de la Russie, en particulier aussi en Allemagne. Alors, je ne peux pas te suivre tout à fait dans ton éloge de l'Allemagne, parce que l'Allemagne était, encore extrêmement dépendant de l'énergie fossile importée par la Russie. Montre la logique que tu disais, et justement s'applique aussi au système d'énergie. C'est la protection civile, ça devait être une infrastructure de la société qui garantisse les conditions de base pour une société. Alors on peut pas se faire dépendre pour des choses si essentielles que les infrastructures. Et je ne parle pas de l'énergie en temps de... Si on prend le gaz ou le pétrole, je parle des pipelines, je parle du système d'infrastructure, aussi les arbres et toutes ces infrastructures. Ça doit être dans la propriété d'une société et pas dans la propriété des acteurs privés qui le peuvent utiliser pour des buts, comme on voit maintenant, de guerres et Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu as donné un très bon exemple. Moi, j'ai tissé l'éloge de l'Allemagne parce que l'Allemagne, au fond, quand même, elle met un petit peu plus d'argent dans certains, dans les deux sujets que j'ai dit, c'est-à-dire le droit à la santé et le droit à l'instruction. Mais je voudrais revenir sur un autre point que tu as touché à travers l'exemple de la guerre. Non? Et effectivement, il y a les vents de guerre qui soufflent, pas seulement en Europe, mais dans le monde entier. De quelle façon, par exemple, la recherche scientifique peut être un élément pour tenir attachés les liens qui séparent des pays en guerre? Moi, je pense, et j'ai vu une fois une image très belle. J'ai visité le CERN et j'ai eu des longs débats avec la directrice, l'italienne physicienne Fabiola Gianotti. Et dans une salle, il y avait une table ronde et autour de cette table ronde, il y avait des Iraniens, des Palestiniens, il y avait des Israéliens. C'est-à-dire, il y avait des gens où les pays avaient été, où ils étaient encore dans un conflit. Mais autour d'une table des scientifiques, où je pense aussi de collègues humanistes qui font un discours sur la littérature, sur l'art, sur la musique, par exemple, c'est possible un dialogue, non? Je pense et je crois que ça a été démontré, non, que le dialogue après le grand désastre de Hitler qui avait isolé complètement l'Allemagne, le dialogue entre Israël et les Allemands commence par les premières tentatives de dialoguer des scientifiques. Oui, c'était effectivement le cas. La Société Max Planck qui a joué un rôle important à reprendre le dialogue entre Israël et l'Allemagne après la guerre. Mais dans la situation actuelle, je suis un peu sceptique si la force de la science suffise pour entretenir vraiment une diplomatie scientifique comme c'était le cas entre l'Amérique et la Chine, par exemple, à l'époque de Nixon. Mais maintenant, la science est devenue tellement partie du système
politique, militaire et économique d'une nation, que c'est difficile pour les scientifiques même de se séparer d'une idéologie gouvernante, d'une idéologie dominante. Alors, quand il y a cet espace de liberté, il faut les utiliser, il faut entretenir les contacts, je suis tout à fait d'accord, mais je veux seulement dire que la situation s'est aggravée considérablement. Oui, non, ça c'est vrai. Mais de l'autre côté, je pense que quand même aussi le travail individuel d'un seul scientifique ou de plusieurs scientifiques isolés, pas dans un système, peut être toujours utile. Je pense à une anecdote très importante qui nous fait comprendre, encore une fois, c'est le lien qu'il y avait entre le pouvoir économique et le fait de tenir la science à l'intérieur d'un système qui concerne une logique militaire et une logique rentable, entre guillemets. 1969, un débat aux États-Unis entre un grand physicien, Robert Wilson, professeur, directeur du laboratoire de recherche atomique de Cornell University, et de l'autre côté, John Pastore, le sénateur démocrate de Rhode Island. Avril 1969, Robert Wilson défend l'importance de son laboratoire devant les membres du comité d'énergie atomique du Congrès des États-Unis. Eh bien, quand il essaye d'expliquer l'importance de son laboratoire, s'appelait Fermilab, donc comme l'italien Fermi, qui avait été très important à cette époque aux États-Unis, à l'époque des années 40 aux États-Unis, Pastore se voit interrompu, Wilson se voit interrompu par Pastore, qui pose deux questions aux physiciens. Première question, le projet que vous êtes en train d'expliquer est utile pour défendre notre patrie? Deuxième problème, est-ce que ce projet nous fait gagner la compétition avec la Russie? C'était les années de la guerre froide, donc les années de... Eh bien, je voudrais lire la réponse du physicien qui fait comprendre justement ce que nous avons dit jusqu'ici. Il faut considérer ce projet comme nous considérons la bonne peinture, la bonne sculpture, la bonne poésie, c'est-à-dire tout ce que nous admirons vraiment, tout ce pourquoi nous sommes patriotes dans ce pays. En ce sens, les connaissances nouvelles qu'il apporte ont tout à voir avec notre honneur et avec notre nation. Mais elles n'ont rien à voir directement avec la défense de notre pays, si ce n'est qu'elles contribuent à le rendre digne d'être défendu. Ça, c'est une très belle réponse. Signifie qu'un pays d'ignorants, un pays qui n'aime pas l'art, qui n'aime pas la recherche scientifique, qui n'aime pas les choses qui fondent un pays, un grand pays, quel besoin on a de le défendre? Et donc, c'est encore une fois cette logique agressive, non, du politicien qui voudrait soumettre la science à la compétition avec les Russes et à la défense seulement de la patrie. Mais mon cher Nuccio, c'est un peu idéalisé, cette anecdote. L'anecdote est certainement juste, mais la situation est un peu idéalisée parce que la majorité des connaissances scientifiques, au moins en sciences naturelles aujourd'hui, sont de double utilisage. La physique des autres énergies dont tu parlais, le CERN, c'était ton autre exemple, c'est assez séparé de l'utilisation militaire, par exemple. C'était pour ça que le CERN était toujours un lieu très spécial. Tu avais raison aussi de souligner le développement du réseau, du web, dans un lieu si spécial pour l'échange libre. En même temps, on vit dans un monde maintenant où beaucoup des connaissances scientifiques sont limitées à l'export. Il y a des lois très contraintes, très, très restrictives. Par exemple, dans les États-Unis, sur les transports, il y a beaucoup de collègues qui se plaignent qu'ils ne peuvent pas
transporter leur ordinateur avec des informations sur leurs recherches à l'extérieur parce qu'il y a des limites très fortes, parce que ça pouvait être utile, par exemple, pour la Chine à développer certaines technologies. Et ce ne sont pas nécessairement des technologies militaires. Mais on vit dans un monde actuel où le libre-échange des connaissances est limité par des lois et la motivation de chercher l'avantage national et pas l'esprit international. Et si je peux retourner de nouveau sur le problème des changements des climats à l'Anthropocène, c'est certainement un problème sur lequel l'humanité doit collaborer sans regarder trop les frontières nationales et la compétition sur le marché global. Il faut même échanger les technologies quand ils sont utiles à résoudre le problème des énergies renouvelables, de créer un nouveau système d'énergie. Alors, c'est vraiment aussi un champ où il y a une alternative entre un système de compétition, de mondialisation économique et une collaboration mondiale dont on a absolument besoin pour répondre aux défis globaux. Alors, des anecdotes peuvent être très stimulantes, mais il faut affronter aussi les obstacles et les barrières qu'on trouve partout dans la politique et dans l'économie. Alors pour ça, moi je parle, et si je te peux encore lire un passage de mon livre, vers la fin du livre. Bien sûr. Je parle de la nécessité de réaligner la science sur les défis de l'humanité. Et je fais une comparaison qui, je crois, te doit plaire parce que tu es un grand humaniste de la Renaissance, des temps modernes, et je fais une confrontation entre les scientifiques dans le temps moderne, dans la Renaissance et dans notre temps. Et je te la lis. Cette requête n'a cependant rien de nouveau, pas plus qu'elle n'est synonyme de sécurité du fait des risques qu'elle comporte. On pourrait y voir le renouveau de l'alliance au début des temps modernes entre la science et la quête visant à recentrer la position de l'humanité dans le monde. Alors, comme aujourd'hui, des problèmes complexes avaient nécessité de nouvelles formes d'intégration de la connaissance. Dans l'Europe du début des temps modernes, les objets stimulants de la science étaient engendrés par les grands projets d'ingénierie qui rendaient nécessaire de rassembler toutes les ressources disponibles de la connaissance. De nos jours, nous sommes confrontés aux grands défis par le biais de leurs répercussions. Ils ne concernent plus le destin local des cités-États, mais l'ensemble de la société mondiale dans les conditions de l'Anthropocène. Par conséquent, notre perspective n'est plus celle d'horizons infinis et des nouveaux mondes. Au contraire, elle se concentre sur les limites, les complexités intrinsèques et la dynamique historique des systèmes écologiques, sociétaux ou cognitifs. La principale préoccupation du présent n'est plus l'universalisation de ce qui est local, comme c'était le cas au début des temps modernes, mais la diffusion au niveau local et la contextualisation de ce qui est censément universel. Nous ne pouvons plus séparer catégoriquement la culture de la nature, mais devons admettre que ces sphères sont inévitablement entremêlées. Et c'est une plaidoyer pour l'unification des sciences naturelles avec les sciences de l'homme, parce que nous vivons dans une époque où l'objet même, la Terre avec la société globale, sont devenus une unité inséparable. Mais moi aussi, je voudrais conclure avec une citation. Une citation qui nous permet encore une fois de cultiver cette utopie. Parce que ce que tu dis et ce que nous avons dit jusqu'ici, c'est possible seulement si il y aura des gouvernements capables de comprendre l'importance de ces choses et donc de libérer véritablement le savoir d'une perspective de guerre, d'une perspective qui vise à l'économie ou celle qui vise, disons, à la compétition
avec les autres pays. Eh bien, l'idée de fond, c'est que la science doit être au service de l'humanité. Et je pense que ce petit passage d'un grand mathématicien français, Poincaré, sur l'importance d'une science qui ne répond pas seulement aux questions économiques, peut être utile pour cultiver cette utopie et nous faire comprendre dont, les choses dont les gouvernements ont besoin. Je cite, « On vous a sans doute souvent demandé à quoi servent les mathématiques, et si ces délicates constructions que nous tirons tout entières de notre esprit ne sont pas artificielles et enfantées par notre caprice. Parmi les personnes qui font cette question, je dois faire une distinction. Les gens pratiques réclament seulement de nous le moyen de gagner de l'argent. Ceux-là ne méritent pas qu'on leur réponde. C'est à eux plutôt qu'il conviendrait de demander à quoi bon accumuler tant de richesses et si pour avoir le temps de les acquérir, il faut négliger l'art et les sciences qui, seules, nous font des âmes capables d'en jouir. » Et donc, avec cette réflexion de Poincaré, je voudrais dire, j'espère vraiment que les gouvernements puissent comprendre l'importance d'un savoir et d'une recherche scientifique mis au service de l'humanité. Deux commentaires, si tu permets. Le premier, c'est, tu sais que je fais usage de la même citation dans mon livre en utilisant aussi ton interprétation de cette citation. Tu le savais? Oui, je le sais. Savais. Alors, merci. Mais peut-être les spectateurs ne le savent pas. Tu peux dire un mot sur ce sujet. Non. Ma deuxième remarque, c'est aussi une citation, mais des premiers temps modernes, de Comenius, le père de la pédagogie, si on veut. Bien sûr. Et c'est ça l'esprit dont on a besoin, aussi dans la science, mais comme dans les autres parties de notre société. Alors, je te la lis. « Quiconque ne souhaite pas en son fort intérieur que toute l'humanité se porte bien, de fait la maltraite. Car il n'est même pas un bon ami pour lui-même, lui qui souhaite vivre en bonne santé parmi les malades, comme un sage parmi les idiots, comme un juste parmi les méchants ou comme un homme heureux parmi les malheureux. » Alors, tous les problèmes dont on a parlé aujourd'hui ne sont pas des problèmes d'élite pour des élites ou seulement d'intérêt pour les élites, sont des problèmes de l'humanité. Alors, le savoir aussi doit être partagé avec toute l'humanité, parce que seulement ensemble, on va réussir d'affronter les défis que nous concernent tous ensemble.